Bonjour et bienvenue sur Hawk Invest à nouveau. Et aujourd'hui, on accueille Sam, qui est la personne que je pense la plupart des gens connaissent. Mais bienvenue chez nous. Je suis très content de t'accueillir. Bah, salut Julien, du coup. Si tu veux, tu peux faire un petit coucou. Non, regarde là. La vidéo bombe, le podcast, super, mais c'est parfait, ça on la garde. Bien évidemment. Non, Mais- écoute, je te remercie pour l'invitation et hâte de discuter de grandes choses avec toi et sur Hawk Invest, je suppose, c'est le nom de la chaîne. Bien évidemment, bien Merci sûr. beaucoup en tout cas pour l'invitation et je salue la communauté. C'est un plaisir de t'accueillir. Écoute, ça fait un moment que tu es dans l'écosystème, tu as vu beaucoup de choses. Et je pense juste pour commencer, est-ce que tu peux retracer ton parcours? Yes. Comment est-ce que tu es arrivé dans la crypto? Ce que tu as fait? Et ensuite, on reviendra un peu sur les éléments que moi je connais sur ta vie, que tu fais actuellement ou que tu as fait auparavant. Et on discutera un peu autour de tout ça. Le but, c'est d'échanger, d'avoir une vraie discussion, peut-être même une réflexion, si on se le permet. Mais Je vais absolument rien préparer, ça va être un dialogue de PMU. À Très base bien. d'improvisation, de longues phrases, de structures, voilà, de longs discours maladroits, mais pour te faire une sorte d'historique de voilà, mon parcours dans la crypto, très rapidement. 2016, parfois on a Spot qui parle d'Ethereum, que l'on ignore un peu parce que ça semble un peu tiré par les cheveux, qui vous dit que c'est un peu le futur, programmable money, etc. On ne l'écoute pas. Et moi, j'avais un collègue justement qui m'en parlait régulièrement, donc ça avait été un peu mon premier contact avec la chose. J'avais bien entendu parler de Bitcoin en 2013-2014, mais j'ai jamais touché, j'avais pas touché, et j'avais pas pris le temps de m'intéresser au papier. Donc Tu faisais quoi à cette époque-là, du coup? Pour 2000, reconceptualiser. 2013, 2014, Étudiant. je passais le bac là. Pour le Ah ouais. coup. Ouais. Donc bac, c'était l'époque du baccalauréat. Et en 2016, c'était le trusted setup de Zcash. Et donc là, on avait quelque chose de nouveau. On avait de la monnaie avec la possibilité de pouvoir cacher certains éléments des transactions, en l'occurrence les montants échangés, le destinataire, etc., grâce à des shielded pools et sapling protocol. Donc, du moins, c'est ce qui était décrit dans le papier et ça m'avait vraiment interpellé. Donc là, j'ai commencé à lire un peu plus régulièrement sur les crypto-monnaies. J'étais en fac de médecine à l'époque et c'était pas quelque chose qui m'emballait particulièrement. Donc je me suis dit que j'allais prendre une année off pour consacrer du temps à cet écosystème et voir si je peux arriver à construire une initiative, développer quelque chose qui crée de la valeur et qui me permet de vivre en fait de ma passion et ne pas revenir sur ce parcours qui n'était pas nécessairement le plus intéressant pour moi. Donc là, on est en 2017. Donc 2017, je prends cette année de break et toutes les semaines, j'allais, 2 fois par mois, j'allais à ce meet-up à Toulouse qui s'appelait le Beercoin. Et donc ça, c'était en 2017 toujours. C'est à travers ce meet-up que j'ai pu rencontrer la plupart des gens avec qui je travaille aujourd'hui, dont Benoît Huguet, Morgan Fuc, Romain, etc., qui sont de superbes personnes. Et c'était un peu la genèse de Journal du Coin. En fait, j'ai commencé via BitConseil, qui a mergé avec Journal du Coin, plus exactement. Et donc BitConseil, c'était un média d'analyse sur les crypto-monnaies et un organisme de formation qui avait pour vocation de former les entreprises au concept des crypto-monnaies, comment les implémenter dans leur business logic, etc. Donc là, 2017, ça a été le grind. 2018, on a sûrement entendu parler de l'histoire où j'avais pris un prêt étudiant pour tout mettre dans les crypto-monnaies parce que pour moi, c'était un bet EV+. Vu que j'étais en médecine, j'avais accès à des crédits avec des taux quasi nuls. Les taux étaient vraiment géniaux à l'époque et les mensualités ne commençaient pas immédiatement. C'était après, une fois que tu as fini tes études, c'est un truc vraiment génial, quoi. Donc je me suis dit, ça me semble être un pari intéressant à prendre. Donc j'avais fait ça aussi en parallèle et pendant un an, on a développé Journal du Coin et puis ça a été d'aventure en aventure, podcast, contenu, stratégie pour faire vivre ce média parce qu'en 2018-2019, en toute franchise, on perdait de l'argent. Ça ne veut pas dire que tu as beaucoup de trafic de visiteurs, que ton truc est forcément viable et print, comme on dit dans la crypto. Et donc nos efforts ont vraiment consisté à rendre la chose économiquement viable en développant des modèles à base de grandes, de partenariats, etc. en tout genre pour que le truc puisse flotter avec un niveau de service correct et une neutralité maximale. Un journal totalement neutre, enfin bref. Et donc en gros, voilà, ça a continué jusqu'à 2021. Et à 2021, j'ai eu ce grand eureka
moment où je me suis dit, j'ai fait beaucoup de grants via Journal du Coin, en travaillant avec différentes fondations. Et le but de ces grants, donc les grants, c'est tout simplement des budgets que l'on vous attribue pour travailler sur quelque chose. C'est souvent des fondations qui contribuent au développement d'un protocole X, Y ou Z qui vous les donnent. Et donc, je faisais pas mal de grants pour créer des ressources qui vont abstraire, simplifier, en gros, des contenus hautement techniques ou des stacks techniques pour que les développeurs puissent les maîtriser et s'impliquer dans un écosystème X, Y ou Z. Et donc, en gros, on faisait pas mal de tech writing, d'articles techniques. On en a fait vraiment une flopée et j'ai pu travailler avec pas mal de fondations. Et ça m'a donné un indice qui était le suivant. Il y a une demande qui est très forte pour les ressources pour les développeurs. Et le problème sur ces ressources pour développeurs, c'est que clairement, il en manque. Et il en manque énormément quand il s'agit de ressources s'adressant à des développeurs de niveau intermédiaire à avancé. Et donc, c'est là que l'idée de créer Node Guardians m'est venue en tête. Et j'ai toujours voulu créer quelque chose à vocation internationale, dont tout le monde peut profiter. Et donc voilà, Product Market Fit. On répond à un problème fondamental. Onboarder des développeurs et créer des ressources d'exception pour que ces gens-là puissent contribuer à des écosystèmes et faire en sorte qu'ils se viabilisent dans une certaine mesure, qu'ils continuent d'exister. La partie fun, grand fan de RPG, de jeux vidéo, il fallait forcément que ce soit packagé dans quelque chose qui rende la tâche au quotidien vraiment emballante. Donc ça, il fallait l'intégrer dans une certaine mesure. Et puis aller un peu plus loin, faire des contenus à haute teneur technique et avec un niveau d'interactivité avancé. Donc le tech writing, c'est bien, mais c'est statique, c'est un article. En 2023, le temps d'attention moyen des gens est un peu plus réduit. Il faut essayer de créer des choses qui rendent qui permettent à la pilule de passer plus facilement. Ouais, toi, très bien. Il y a tout le monde qui va passer dans la vidéo. Bienvenue Jérôme. Salut. Et donc ce que je te disais, c'est que voilà. L'attention est très limitée. Et comme le nom le suggère, Node Guardians, on garde des nodes littéralement. Et ça, c'est un pilier critique dans le business model de Node Guardians. Parce que souvent, quand tu fais des public goods, des biens publics, etc., vient la question de comment les rendre tout simplement économiquement viables. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu es opérateur de nœuds sur un réseau Proof of Stake, potentiellement, différents stakeholders, fondations ou acteurs peuvent choisir de soutenir ton initiative en déléguant leur pouvoir de vote, leurs jetons sur ton infrastructure. Et toi, en retour, ça va te permettre de motiver, alimenter le développement de ressources qui vont permettre à cet écosystème d'aller plus loin. Et donc là, il y a une flywheel qui est intéressante à aller explorer. Donc c'est un produit à multiples facettes, mais on résout un problème qui est très simple. Onboarder des développeurs sur des écosystèmes. Voilà, la question c'était le parcours, mais je me suis permis d'introduire les choses. Oui, très bien. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc ça, l'aventure a commencé début 2022 et la plateforme a été lancée fin 2022 et aujourd'hui on est live depuis fin 2022 et ça se passe plutôt pas mal. Ouais. Très bien. Et pour le coup, on va revenir un tout petit peu en arrière dans ton histoire. On va revenir sur JDC. Oui. Donc tu fais partie des cofondateurs du JDC. Oui. Et tu as occupé différents postes. Donc, comme tu disais, tu as fait des lives, tu as fait de la stratégie, etc. Ouais. Est-ce que tes différents postes t'ont apporté de la connaissance au sein du JDC ou est-ce que tu penses que tu as été celui qui a apporté à JDC les connaissances nécessaires pour ce que ça devient aujourd'hui? C'est une excellente question. Donc ça, je te le dis pour me donner un peu plus de délai pour formuler une réponse correcte. Parce que j'ai pas envie… Alors, en gros, mon job, ça a été d'avoir une présence à travers les journaux, les podcasts, etc. Et ça fait partie d'une stratégie un peu plus globale. En gros, le problème qu'on avait, c'est comment générer du revenu de la façon la plus éthique et décente possible à partir de l'exposition que l'on a. Et donc, c'est un peu le problème ouvert que j'étais censé résoudre au JDC. Et donc, quand tu as un média, le bon point, c'est que tu as quand même de la reach, de la portée, pardon. Donc, tu vas pouvoir avoir accès à des personnes qui sont en général peu difficiles, difficiles d'accès. Et tu vas pouvoir créer des relations avec différents écosystèmes. Donc, moi, la stratégie que j'avais imaginée à l'époque, c'était de faire de multiples podcasts pour établir des liens avec les acteurs qui ont qui prennent des décisions dans différents protocoles ou autres et voir quel type de
de juste milieu. D'accord, on peut sceller avec ces derniers pour avoir un 3-3, un truc mutuellement bénéfique pour le média et pour ces opérateurs-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pu voir sur les dernières années, peut-être plus d'une centaine de podcasts avec différents fondateurs, mais aussi développeurs, ingénieurs et autres exécutifs de différentes boîtes. Et donc ça s'inscrit dans une stratégie de création de contenu. Il faut que ce soit un minimum intéressant, donc c'est plutôt cool, ça permet de créer du contenu. Mais ça sert aussi un agenda, ça s'inscrit dans une stratégie de viabilisation du média. Et en parallèle, moi, ça m'a aussi permis de pouvoir faire d'autres choses. Ça m'a permis de comprendre certaines choses, d'avoir une lecture différente du marché, des problèmes de ces différents protocoles, de ces différents écosystèmes, et de packager progressivement, de pouvoir en gros mettre les specs d'une plateforme comme NotGuardians ou autre, par exemple. Donc en gros, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été un travail, un effort collaboratif avec le JDC. Aujourd'hui, moi, mon implication sur le plan opérationnel et au JDC est beaucoup plus limitée. Je fais toujours les lives parce que je suis vraiment reconnaissant envers la communauté, sérieusement. Et ça me fait plaisir, ce petit rendez-vous dominical mal préparé dans lequel je réponds à des questions en tout genre. On garde un peu le lien avec la commu, c'est toujours fun. Mais en termes d'opération aujourd'hui, ce n'est pas moi qui m'occupe de ce pôle-là, par exemple, développement ou autre, growth. Et les procédés, par contre, la logique est toujours a été transmise et clairement c'est un atout aujourd'hui pour le JDC. Alors je ne pense pas avoir inventé cette logique-là pour faire des affaires. Ce serait très prétentieux de dire que si JDC en est arrivé là, c'est grâce à moi. Mais pour le coup, je pense que je l'ai mise en application dans le contexte du JDC, JDC qui était tout neuf à l'époque. Donc dans une certaine mesure, le crédit me revient, peut-être. Mais JDC est composé de personnes très compétentes qui ont su prendre la relève avec ces méthodes-là. Et le média fonctionne toujours et j'espère que ce sera le cas dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est grâce à moi dans une certaine mesure. Ça a bénéficié au JDC, ça bénéficie toujours à ce dernier aujourd'hui. Et moi, dans mes pérégrinations à aventure personnelle, ça m'a aussi permis de me construire un réseau. Et qu'on le veuille ou non, l'excellence technique et l'innovation permet de réussir dans la crypto. Mais il y a aussi de la politique et un aspect social, de recommandation, de vouching qui est indispensable pour pouvoir avancer avec la bonne vélocité dans ce milieu. Et donc, se composer un réseau, c'est important. Et via ce média, j'ai aussi eu la chance, et j'en suis extrêmement reconnaissant, d'en construire un rapidement. Et je pense que c'est quelque chose à envisager si on lance un média, essayer d'étendre son réseau. Clairement, et tu vois, c'est aussi l'idée parce que nous, on est un média qui reste jeune. On est arrivé largement après, on est parti de nulle part, tu vois. C'était juste un groupe de potes qui connaissaient de l'investissement, que ce soit dans la crypto, dans la bourse, dans l'IMO. Et l'effet réseau, on l'a remarqué assez tôt parce qu'on a pu interviewer des mecs qui n'étaient pas du tout… auxquels, en fait, on ne s'attendait pas à nos débuts. Et ce qui nous a poussé énormément, ce qui a fait qu'on a engagé des discussions avec ces acteurs, qu'aujourd'hui, c'est des bons amis maintenant, et qu'on arrive à construire des choses qui sont plus sympas. Et de l'autre côté aussi, il y avait un côté où on s'est dit où on va un peu aller plus loin parce qu'on n'est pas juste un média crypto, on veut ramener les gens de la finance traditionnelle dans la crypto et les gens de la crypto un peu plus vers la finance trad. Parce que c'est bien de dire only crypto, mais de temps en temps, il faut aussi penser à se diversifier, tu vois. Et c'est l'idée du Media Merge aussi, qu'on fait avec le JDC, avec Cryptost, avec Coin Academy, un truc qu'on fait tous les 6 mois, on s'assoit et on parle entre les 4 médias de tout ce qui se passe. Je pense que ta réponse est bonne dans le sens où quand tu fais partie d'une entreprise, tu ramènes ta pierre à l'édifice, surtout quand tu fais partie des fondateurs. Et de l'autre côté, tu bénéficies aussi de cette expérience de monter une boîte, de rencontrer des gens qui te connaissent personnellement ensuite. Et c'est ce qui te permet aussi d'aller plus loin et d'avancer plus tard, quoi. C'est indispensable, c'est du pur test in prod. Moi, j'ai pas de background académique dans le commerce ou autre, mais en général, quand tu es dos au mur et que tu as un problème à résoudre, tu tentes des trucs et tu croises les doigts pour que ça marche. Et ça a été principalement des itérations de ce type-là. En gros, c'est la merde, il faut faire quelque chose. Vous avez 4 mois. C'est pas 4 heures là pour le coup, parce que et donc pour redresser il faut trouver des solutions. Et
Bah, clairement, la précarité, c'est quand même un bon terreau pour l'innovation. Ça permet de trouver des Ah, trouver ça motive, hein. Ça motive, c'est tu trouves des idées que tu n'aurais pas trouvées Ah bah si ouais, tu étais à l'aise. carrément, carrément. Et donc, je pense que vous aussi, c'est quelque chose que c'est une technique et une approche que vous avez employée. Vous travaillez étroitement, je crois, avec The Block et d'autres organismes de recherche. On utilise beaucoup leurs ressources, Ouais. on les intègre. Ensuite, aujourd'hui, on n'est pas directement en contact avec les journalistes de The Block. Si tu veux, ils ne nous fournissent pas de contenu. Oui. Mais aujourd'hui, c'est lorsque nous, on fait de la recherche, c'est l'un des médias qu'on consulte le plus. On utilise leurs data. Ouais. On regarde également Messari, Kaiko, qui sont des entreprises incroyables selon nous, qui apportent des données énormes. Et aujourd'hui, c'est ce que nous, on intègre beaucoup dans notre façon de fonctionner. Voilà, et au-delà des simples partenariats de type, on va dire, business ou PR ou quoi que ce soit, et ça s'applique pas seulement aux entrepreneurs ou aux personnes qui montent des boîtes dans la crypto. Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui est beaucoup plus calé sur un sujet arbitre X, Y ou Z. Clairement. Et idéalement, il vaut mieux avoir plein de gens comme ça autour de soi pour pouvoir fact-checker, peer review, pour pouvoir vérifier en fait vos travaux et avoir des critiques pour les améliorer en fait à terme. Et ça aussi, c'est super important d'apprendre constamment de cette façon-là. Clairement. Et pour le coup, on va toujours rester sur le JDC puisque c'est toujours ta première partie. Oui. Donc aujourd'hui, tu fais moins partie du JDC avec un peu l'évolution des médias, l'arrivée de nouveaux acteurs, un peu le changement de présentation des informations, etc. Oui. Est-ce que tu penses que le modèle que vous aviez construit en 2018, est-ce que tu penses qu'il est toujours viable ou est-ce qu'il faut savoir s'adapter, changer la façon de fonctionner, peut-être aller sur de nouveaux terrains qui n'étaient pas encore explorés? Ou alors, est-ce que c'est un modèle on va dire que c'est juste une mode, une hype, tous les nouveaux qui arrivent et que le modèle là, c'est toujours le bon? C'est une très bonne question. Le modèle est toujours bon dans une certaine mesure, même si la situation s'est légèrement complexifiée. En fait, il faut composer avec certaines contraintes et certaines choses que l'on ne voit pas venir. Par exemple, une régulation sur les médias liés à la crypto ou les influenceurs qui peut, par exemple, impacter certains partenariats mis en place, bien sûr. Mais dans l'ensemble, le modèle fonctionne toujours. Mais je pense que si on est aujourd'hui à la tête d'un média, il y a d'autres trucs à tester qui permettraient à ce dernier d'être viable. Et le problème, c'est qu'il faut aussi pouvoir implémenter les idées, les mettre en place et que c'est pas facile et qu'on n'a qu'une quantité de ressources qui est limitée. Donc bon, je pense qu'aujourd'hui, ça marche encore et ça marche bien, même si ça s'est forcément complexifié avec l'évolution du contexte sur les derniers mois. Mais le modèle marche toujours. Après, en 2018, le modèle était vraiment basique et la sophistication avec les grants, etc., ou la delegation, je pense que le truc a gagné en complexité à mesure que l'on avance dans le temps. Et l'idée aussi, pour que ce modèle continue d'être viable, c'est tout simplement de garder de proposer une expérience et du contenu qui est à la hauteur pour que les gens continuent d'utiliser le site internet, donc créer du contenu qui demeure intéressant. Sinon, si tu foires sur ta mission principale qui est celle-ci, ton trafic chute et donc ta valeur ajoutée s'effondre. Donc ce que tu veux surtout essayer de préserver, c'est un média que les gens ont envie de consulter pour être sûr que la maison ne s'effondre pas. Donc c'est pas mal de paramètres à ajuster. C'est pas seulement le packaging ou le type de collaboration, de format, d'agrément qui compte, mais c'est aussi quel type de stratégie, d'initiative tu vas mettre en place pour continuer quelque chose d'intéressant pour tes prospects. Et bien entendu, composer avec des prospects avec lesquels tu as le droit de travailler. Et sur des… Voilà. Bon, c'est pas mal de contraintes à gérer. Le modèle marche toujours, mais il faut fournir plus d'efforts pour que ça reste ainsi, tout simplement. Très bien. Et en restant toujours dans ce sujet-là, on a vu ce débat entre le modèle payant où tu payes une souscription ou le modèle où tu fais de la promotion pour des projets. Est-ce que tu vois un monde où les deux coexistent et quelle pourrait être en gros la diversification d'informations que les gens pourraient adopter entre les deux types de business là? Alors, en fait, moi je pense que c'est surtout lié à la manière dont tu es amené
ton média et la marque que tu ériges, que tu construis dès le début. En gros, tu as les médias avec des paywalls ou des groupes, des communautés type Messari. Tu payes un abonnement et tu as accès à des données particulières ou des bulletins de recherche particuliers. Très bien, tu payes 30 € par mois. Et si tu es un instit et tu veux des choses encore plus sophistiquées, tu payes 1 000 € par mois. Il y a tout un branding et des ressources qui sont mobilisées pour en fait vendre ces prestations. Un travail de recherche et d'accès à l'information qui est particulier, qui fait que voilà, leur brand est établi autour de ça, leur audience est très particulière. Donc, on peut construire des modèles en fait à base de paywall ou d'abonnement, de paiement récurrent, etc. Après, il y a des choses qui sont un peu hybrides. On a une information de qualité à disposition du public, mais si on veut aller un peu plus loin et accéder à des contenus un peu plus exclusifs, eh ben, il faut payer. Alors, je crois que Cryptost fait ça avec le Grippin. Je pense Cryptost Research maintenant, je crois. Ça s'appelle. Research, voilà. Même CryptoCito fait CytoZone, mais je crois que c'est gratuit. The Block fait The Block Research ou un truc où tu payes 30 €. The Block Research, The Block Pro, The Block Access. Voilà. Ils ont plusieurs. Tu peux avoir plein de trucs et je pense que c'est un modèle qu'il est intéressant d'explorer. Mais en fait, il y a aussi une grande inconnue à partir du moment où tu commences à faire des systèmes payants. C'est qu'il faut maintenir des opérateurs, des spécialistes qui maintiennent la raison de le mettre en place, ce système payant. Il faut avoir les fameux alphas ou au moins avoir un contenu qui va permettre aux gens de prendre de meilleures décisions ou d'économiser du temps. En fait, justifier le prix de ton abonnement. Avoir une plus-value. Exactement. Et parfois, tu peux même faire des choses que tu juges bien, mais ton intuition, ce que tu penses être bien, n'est finalement pas market fit. Les gens, ils s'en foutent. Et donc là, tu te retrouves avec une carotte de 30 000 € dans ta compta. Et comment tu fais ça dans un environnement où là, tu n'as pas trop le droit à l'erreur? Donc, il faut essayer d'arbitrer et décider de se concentrer, choisir la voie, le modèle qui présente le meilleur rapport risk-return. Donc, clairement, je pense que le modèle payant est intéressant, mais c'est très difficile de se projeter quant à la réception de ce dernier et quel est le revenu qu'il va générer. Donc, c'est typiquement une fonctionnalité qu'il est intéressant de lancer dans un contexte d'abondance ou qu'il est intéressant de lancer quand on a déjà fait par exemple une levée de fonds, qu'on est un média qui a une certaine, on va dire, une certaine qualité ou des antécédents dans la recherche, une team très solide qui commence d'emblée avec des analystes ou autres, c'est tout à fait envisageable. Cependant, je pense que c'est surtout ça, c'est surtout une gestion du risque et je pense que les modèles sont très très viables, les deux peuvent coexister, tu peux même avoir une plateforme qui propose les deux. Nous, on n'y est pas encore, mais je pense que c'est surtout la volonté de bien faire qui fait que l'on fait attention aussi avec tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un effort, un travail de longue haleine, c'est des ressources à mobiliser. Il faut juste s'assurer que la chose est bien exécutée, apporte de la valeur. Parce que comme je l'ai dit, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et donc, dans un contexte où les choses sont un peu plus complexes, il faut faire attention. Mais moi, j'ai rien avec le modèle payant. De toute façon, je souscris à plein de trucs de newsletter payante, je ne les lis pas. Pareil. Voilà, bien sûr. Mais ça me fait plaisir de soutenir les créateurs de contenu des internets, c'est super. Et franchement, continuons, c'est bien. Franchement, c'est très bien. Mais l'essentiel, c'est que parmi les milliers d'abonnés ou centaines d'abonnés sur ces systèmes-là, il y en a quelques-uns qui consultent la chose. Donc, je pense que tout est lié à quel est ton travail de recherche, ton expertise, qu'est-ce que tu fais, quel est le risque que ça implique pour ton entité, est-ce que ça peut impacter ton branding. Après, il y a des trucs un peu plus shady. Genre, on fait un groupe et on va te donner des gradings, sur des notes sur les jetons à acheter. Ça, c'est peut-être plus paresseux à faire. Ça marche très bien, j'ai l'impression. Je pense que ça, en tant que journal du coin, on n'a pas… c'est pas un truc qui… Ça peut vraiment nuire à la marque du truc, tu vois. Donc bon, Ouais, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre qu'un gars random qui crée son compte en anon sur Twitter et qui se dit hey, mon groupe Telegram payant d'ailleurs, les gens ils ont sorti 10 milliards l'année dernière. Exactement. Après, moi je pense que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, utiliser des bots de trading, et franchement je respecte ça à 100%. Je dis juste que tu n'as pas la même flexibilité, le même champ de possibilités selon la physique, tout simplement ce que tu fais, qui tu es et qu'est-ce que tu te permets de produire. Et les coûts de production varient. Et justement, ça, c'est un truc, par exemple, qu'on ne peut pas nécessairement faire. Et donc, voilà, il y a contenu payant et contenu payant. Ouais. Et pour finir avec la partie médias, un peu réseaux sociaux aussi, puisqu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, c'est
quelque chose qui fait partie au final du business des médias, c'est les réseaux sociaux, c'est Twitter, c'est Instagram, c'est YouTube, c'est Twitch, c'est toutes les plateformes qui te permettent d'atteindre ton audience pour qu'elle lise ton contenu, pour le mettre en avant parce que les gens ne vont pas forcément sur le site et qui passent plus de la moitié de leur journée sur les réseaux sociaux. On a eu cette émergence des réseaux sociaux décentralisés, notamment avec Lens Protocol, avec tout ce qui tourne autour. Et le truc, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, comme Twitter ou Insta ou Facebook même, ils fonctionnent parce qu'il y a un énorme effet de réseau. Sur Facebook, on est 2 milliards d'utilisateurs, quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez énorme. Et tu regardes les réseaux sociaux décentralisés qui se créent de plus en plus. Et en fait, à chaque fois, tu te retrouves avec une niche seulement de personnes qui comprennent et qui prennent le temps d'aller dessus, qui prennent le temps de publier du contenu dessus, qui prennent le temps d'apprendre comment ça marche. La question que j'aurais, c'est est-ce que tu penses que ces réseaux vont rester cette sorte de OnlyFans un peu niche pour vraiment un tout petit groupe de personnes? Ou est-ce que tu penses sur le long terme, ça va être des réseaux qui vont se développer et qui vont pouvoir rivaliser avec les concurrents qui sont centralisés, qui sont déjà en place? Alors, je pense que ce n'est qu'une affaire de… Enfin, en gros, il y avait un truc dont je déplorais l'absence pendant un petit moment, c'était que Lens, c'est très bien. Gater son contenu contre de l'argent en tant que créateur de contenu, faire en sorte que celui-ci soit sur un support non censurable ou presque. Ouais. Et donc, toutes ces fonctionnalités qui sont propres à un réseau social Web3, c'est très cool sur le papier, tout va bien. Ça me semble nettement supérieur à Twitter sur pas mal d'aspects, même si l'UX ne peut pas être similaire à celle d'un système centralisé. Il faut signer des transactions, il faut faire des wallets, etc. Mais bon, ça va, ça passe. Je déplorais l'absence d'un système qui agrège en fait tes réseaux sociaux sur une même interface. J'ai pas envie d'aller sur Lens et sur Twitter et de checker deux feeds distincts. J'ai envie d'avoir quelque chose qui va tout simplement rassembler toutes les choses dans une même interface. Je vois que quelque chose s'est lancé là, un Favor, P-H-A-V-E-R, qui propose d'agréger son feed Lens avec d'autres réseaux sociaux sur une interface mobile plutôt agréable. Alors, je dis pas que c'est le futur, j'en suis pas suffisamment servi encore pour avoir une opinion là-dessus, mais par contre, je pense que à mesure que… Enfin, il n'y a plus vraiment d'excuses de ne pas donner une chance à Lens. Et si on utilise des interfaces comme Favor, on peut tout simplement rester au courant de ce qui se passe sur les deux réseaux sociaux sans avoir à privilégier l'un par rapport à l'autre. Le problème, c'est que si tu te focuses essentiellement sur Lens, d'un point de vue business, c'est dangereux. Parce que tu ne vas pas pouvoir contacter tout le monde dans un premier temps. Donc ça, c'est difficile. Tu es obligé de jouer sur tous les fronts si tu veux bien faire ton travail. À moins que tu aies un produit d'initié ou très particulier et que donc Lens, ça fait sens et Twitter un peu moins. Et à titre personnel, ouais, pour commencer à poster régulièrement et injecter du contenu, c'est vrai que c'est difficile de mettre des incitations alors que les gens gardent à… On sait tous que ça se passe sur Twitter et que c'est toujours Twitter. Même si on critique les mises à jour et les différents changements de paramètres qu'il y a sur la plateforme, les gens continuent de s'en servir dans une certaine mesure. Après, c'est une sorte de grosse echo chamber. Hein. On est juste 300 personnes à poster et on a l'impression que c'est tout un crypto Twitter. Le problème, c'est que moi, là je pense pas avoir je pense que il faut un peu plus de… En fait, il faut un peu plus de… Mais le problème, c'est que c'est une stratégie qui va pas marcher avec Lens Protocol ou une boîte qui est dans Web3. Il faut un peu plus de… Qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, quand Kik se lance pour faire concurrence à Twitch, bon, ce qu'ils vont faire, c'est signer des agréments ou des donner de l'argent, 100 millions de dollars ou 50 millions de dollars pour seeder leur base d'utilisateurs, pour qu'il y ait en fait un pool de base qui va et éventuellement avoir des network effects, parce que sur ce million de gens qui va commencer à consulter la plateforme, il y en aura 1000 qui vont commencer activement à la promouvoir parce qu'il y a des caractéristiques finalement qu'ils apprécient énormément là-dessus. Comment est-ce qu'on fait sur Lens pour avoir la même stratégie de capture d'utilisateurs? Lens, c'est une boîte qui a levé 15 millions et elle ne va pas se permettre les mêmes… C'est un peu plus complexe pour un réseau social, hein, ce n'est pas la même chose que Twitch, hein, bien entendu, mais comment est-ce sur quel contexte on rebondit, sur quel problème on rebondit ou sur quel acteur, quelle est la chose à faire pour amener les gens en masse? Souvent, on nous a dit que c'était le endgame dans les pays où la censure était importante et qu'il fallait absolument utiliser ce genre de réseaux sociaux. Le fait est que finalement, les gens qui sont dans ces pays-là ont souvent d'autres préoccupations que de partager
tout simplement les difficultés qu'ils traversent, voilà, qui vivent sur une base quotidienne. Donc, où ils passent par d'autres forums qui s'y un peu plus ou qui leur permettent de trouver le support dont ils ont besoin. Ouais. Donc, voilà. Il n'y a pas encore de censure dans les pays de l'Ouest, en gros, qui pousse les gens à étudier des alternatives, même si on coupe Internet dans certains districts en France, si j'ai bien compris, ou que tout harcèlement ou propos négatif peut être enlevé de Snapchat ou de Twitter. Ça ne semble pas trop déranger les gens. Et en fait, il y a tout un monde entre le décret et l'implémentation pratique de celui-ci sur la plateforme en question. En vrai, il continuera d'avoir des insultes sur Serpia ou pas quoi. Donc bon, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on passe de 10 à 100 ? Parce que là, clairement, il y a une base d'utilisateurs sur Lens, c'est très bien amené. Il y a des caractéristiques qui sont intéressantes sur la plateforme. Et comment est-ce qu'on a une croissance dont la vélocité est comparable aux autres systèmes qui Vampire Attack Ouais, clairement. J'ai pas la réponse à ça. Mais je pense, tu vois, c'est un peu la question que tu te poses parce que aujourd'hui, dans la crypto, on a l'habitude d'incentiviser l'utilisation d'une plateforme à travers des airdrops, à travers du liquidity mining, où en gros, on te donne un token parce que tu tweets, ou on te donne du revenu parce que tu as des ads ou des trucs comme ça. Donc en fait, déjà, il faut ramener de l'argent sur la plateforme, que ce soit des boîtes qui fassent leur promotion, pourquoi pas des boîtes crypto qui payent directement le truc. Ensuite, c'est redistribué aux créateurs, mais c'est ce que Twitter a commencé à faire là. Donc, t'as pas vraiment, je pense, je suis d'accord avec toi, c'est que aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les business models parfaits. Et je pense que avec les plateformes qui ont des milliards et des milliards qui sont prêts à dépenser dans le développement de la plateforme, dans des nouvelles features, dans des... On peut parler de crypto. Trucs. Je pense que, je me permets juste de t'interrompre, je suis désolé. Dans la crypto, je pense qu'il y a des données qui circulent. Allez, une personne sur 10 dans la planète a un portefeuille avec un peu de crypto-monnaie. Une personne sur 12 peut-être. Bon, je pense que la plupart des gens ont un portefeuille crypto avec de la crypto à des fins spéculatives et parfois un peu moins par conviction et c'est tout à fait OK. Ouais, La majorité des gens ont commencé comme ça et les gens n'utilisent pas la crypto pour faire des rémittances ou des paiements la majeure partie du temps. C'est juste clairement. pour spéculer. Je pense que c'est le même statu quo pour les réseaux sociaux. Mais on garde cette exposition à la crypto au-delà de la spéculation parce qu'on pense que c'est une alternative viable à un système qui montre ses limites aujourd'hui. Ou qui parfois peut être injuste aussi. Ou qui peut être injuste, ou peu transparent, ou très bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose en gros sur les réseaux sociaux. C'est bien de s'impliquer dessus, de les explorer dans leur grand début. Et viendra peut-être le jour où il y aura des lois, on va dire, liberticides ou des comportements ou des actions de la part des gouvernements ou des banques centrales ou autres qui feront que voilà, on a atteint un niveau de ras-le-bol nécessaire pour s'intéresser en masse ou utiliser effectivement ces solutions que l'on a explorées il y a quelques années juste à des fins spéculatives ou autres. Et je pense que ce point d'inflexion, voilà, à mesure que le temps avance, il y a de plus en plus de gens de toute façon qui donnent une chance à ces systèmes-là, qui les explorent. Et puis vient toujours le temps ou l'événement qui donne raison à ces systèmes. Je pense que pour la crypto, ce moment est arrivé dans certaines zones, en général les zones où l'inflation est critique. On pensera au Venezuela, à l'Argentine, à la Turquie, l'Ukraine ou le Liban. Donc là, je pense que les gens qui ont de la crypto là-bas sont plutôt contents d'en avoir et d'utiliser des systèmes comme ça pour recevoir de l'argent de l'étranger parce que je n'ai pas envie de le recevoir dans une branche locale d'une banque X, Y ou Z. Le problème, c'est que ce point n'a pas été atteint à l'échelle globale parce qu'on a certaines tensions, certaines difficultés avec lesquelles on compose en Europe de l'Ouest aujourd'hui ou en Amérique du Nord ou en Asie, mais ce n'est pas trop grave. Donc maintenant, c'est quel est le temps, comment est-ce que la crise et ses impacts va être mitigés par les gouvernements de façon à ce que les gens s'intéressent un peu moins lentement à la crypto, un peu plus lentement à la crypto. Voilà, je pense que ça va grandir, mais c'est pas quelque chose de linéaire. En fait, c'est par palier. Ouais. Et je pense que les réseaux sociaux décentralisés, ils ont besoin d'un événement critique, d'une situation soit générale ou localisée pour commencer à avoir ce momentum nécessaire. Mais sur la partie réseaux sociaux, pas les paiements comme la crypto ou autre, c'est encore plus complexe parce qu'il y a une dimension de loisir. Et voilà, pour l'entertainment, etc. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il va falloir attendre. De toute façon, c'est pas ici qu'on trouvera la réponse à cette question, je pense. Sûrement pas au Stable Summit. Non, et surtout pas de ma part. Je suis pas du tout.
Enfin, je connais pas trop le sujet. Mais du coup, écoute, on a fini avec la partie JDC. Ouais. Passons à notre Guardian, c'est ton activité principale aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est du code. Mhm. Tu étais un étudiant en médecine. Explique la transition. Alors, en fait, quand je me suis intéressé à la blockchain, je voulais contribuer à cet écosystème, mais je n'étais pas développeur. Donc, finalement, j'ai décidé de faire quelque chose, voilà, de construire un média, de contribuer au développement d'un média. Et je trouve que c'est intéressant. Ça a été un choix qui a été très intéressant. Mais à mesure que je lisais sur les protocoles, leurs subtilités, leurs détails, je me suis trouvé une passion pour leurs architectures, la manière dont ils fonctionnent, et aussi en réfléchissant à comment communiquer, par exemple, avec des développeurs ou en allant à différentes conférences techniques, etc. Je me suis trouvé une passion pour la blockchain sur le plan technique, les systèmes distribués, la cryptographie et les preuves d'intégrité. Et donc, je me suis dit que je voulais absolument faire quelque chose dont la teneur est plus technique. Donc voilà, j'avais un indice qui était qu'il y avait besoin de ressources de ce type-là. J'avais surtout des gens autour de moi qui sont compétents dans des domaines qui me dépassent, above my pay grade. Mhm. Mais en fait, c'est comme le même avec quand tu prends deux trucs et now do this. Moi, j'ai juste en fait un problème à résoudre. J'ai plus ou moins une idée, une sorte de blueprint pour le résoudre. J'ai des gens compétents autour de moi en qui j'ai confiance ou que j'ai rencontrés à travers mes aventures crypto ou dans les conférences. Donc, j'essaye juste d'architecturer, de créer un produit, de donner les grandes idées et de rassembler des gens qui vont permettre on va pouvoir donner vie à ce produit et le construire. Et donc voilà, moi j'avais cette volonté de construire quelque chose de plus technique, d'universel et avec une référence aux jeux vidéo parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Et au-delà d'être quelque chose que j'aime bien, et quand je dis j'aime, en fait, c'est toute la team qui est fan de gaming. Je pense que c'est un élément qui va permettre à l'expérience d'être supérieure et donner plus de chances au produit de réussir. Donc, juste cet intérêt sur la partie technique. Mais ça avait même commencé en fait à l'époque des premiers systèmes POS en production. À l'époque, Daniel Larimer, il faisait Steemit et BitShares. Ça, on n'y a pas trop touché, mais on a lu sur le sujet. Et puis, il a lancé EOS. Donc, on a fait France EOS, qui était, si je ne me trompe pas, le premier producteur de blocs français sur la blockchain EOS. C'était une catastrophe. En termes de rentabilité, mais c'était une expérience forte d'apprentissage. C'est l'infra qui était cher, du coup, l'infra qu'il fallait soutenir. Sur EOS, tu as une distribution de Pareto. En gros, c'est que les 20 premiers blocs producteurs qui font du cash, le reste, ils ont rien. D'accord, ok. Et donc, si tu n'es pas dans le top 20, tu n'as rien. Ok. Donc, mais on a continué. Après, il y a eu Denali, premier testnet, un des testnets d'Avalanche. Donc, on a exploré un peu différents testnets, POS, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a passionné. Donc, à mes heures perdues, faire tourner des nœuds en grand amateur, c'est pas moi qui le fais à notre Guardian, il y a des gens plus compétents qui le font. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, m'intéresser aux différentes machines virtuelles, les runtime ou autres. Donc pour moi ça a été une transition un peu naturelle. Logique, ouais. Logique, je sais pas, mais naturelle. Je suis juste naturellement allé vers ce qui m'intéressait le plus. Voilà. Donc voilà. Et c'est en étant confronté à tous ces fondateurs aussi, en faisant tous ces podcasts, et c'est la frustration perpétuelle d'aller à des keynotes à HCC en 2018 et de ne pas comprendre ce qui m'entoure. Ça, franchement, au bout d'un moment, vous lisez et vous entendez des gens discuter autour de vous et vous ne comprenez rien. C'est frustrant. Après, on peut aussi en avoir rien à foutre, c'est tout à fait OK. Moi, je le vivais mal. Donc, voilà, j'ai commencé à lire pour pouvoir profiter de ces événements-là ou comprendre ce qui se passe et peut-être joindre ces conversations et contribuer. Ouais. Et je pense que ça a été ça le point d'inflexion. Ou même en toute franchise, parfois, vu que je n'étais pas en mesure d'être suffisamment technique sur une conversation, c'était à 5 ans, 4 ans, il y a des gens qui peuvent te snobber ou ne pas proprement te considérer dans une conversation. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Et ça m'a un peu donné cette énergie pour augmenter mon niveau. Je n'ai pas la prétention d'être god tier en infrastructure ou autre, mais aujourd'hui, on arrive à construire des choses qui sont utilisées par les plus grandes fondations de cet écosystème. Et c'est une aubaine, c'est grâce à la team. Et je pense que voilà, il faut
les éléments de motivation vont varier d'une personne à une autre, mais il faut trouver quelque chose qui vous permette de vous dépasser ou de vous améliorer sur un sujet en question. Moi, en l'occurrence, cette frustration et cette incompréhension, c'est ce qui m'a poussé à un peu plus creuser là-dessus. Et en fait, je trouvais ça vraiment génial, vraiment fascinant. Ouais. Tout simplement. Je pense que alors, je suis pas aussi tech que toi et je suis arrivé dans les customs bien plus tard. Moi, j'ai déjà raconté cette histoire, je pense, 4 fois sur la chaîne. Et c'était la rencontre avec Mark Zeller. J'ai été le voir, je lui ai dit 3 trucs, il m'a dit les 3 trucs, c'est faux. Et tu sais, genre, je me suis dit, mais mec, enfin, tu crois que tu sais tellement de trucs. En fait, t'es juste genre, t'as lu des trucs en vitesse, t'as pas été assez en profondeur, t'as fait tes propres déductions sans aller en profondeur. Du coup, t'as raconté de la merde à l'un des gars les plus pointus de l'écosystème. Et tu vois, Marc, c'est pas une personne qui va te dire, mais que t'es con ou quoi. Il va te dire, non, c'est pas exactement ça. En fait, il va dire tout l'inverse de ce que tu viens de dire. Tu vois. Mais ça a été aussi un moment déclencheur pour moi, dans le sens où je me suis dit, mais en fait, je veux évoluer dans cet écosystème, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin d'apprendre plus. J'ai commencé à lire beaucoup plus, comprendre un peu plus le fonctionnement des écosystèmes, ce qui m'a permis de faire mes propres déductions aussi, avoir mes propres idées en fait. Parce que si tu veux évoluer dans cet écosystème, il faut que tu aies ton propre avis. Tu ne peux pas te baser sur l'avis de quelqu'un d'autre. Enfin, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et rien que le fait d'avoir cette réflexion. Je pense que les VC, en 2022, pardon, tu vois, non. Mais voilà, tu vois, je pense, rien que pour avoir ses propres idées, avoir la satisfaction d'avoir tes propres idées et pouvoir discuter avec des mecs et leur apporter aussi ton point de vue qui est pertinent parce que tu sais de quoi tu parles, mais c'est ultra satisfaisant. C'est ultra satisfaisant et tu te dis, ben en fait, je ne suis plus juste un observateur dans l'écosystème, j'y contribue aussi à mon niveau, de ma manière. Et aujourd'hui, le but, ce n'est pas d'être le gars le plus tech possible, le gars le plus smart, le gars qui connaît le mieux les économies, les économiques pardon, d'un projet, les tokenomics, etc. Mais je pense que si tu veux être vraiment god tier, là, tu es obligé de coder. Si tu veux être le niveau d'en dessous, il faut que tu aies une idée de comment les blockchains fonctionnent, les différents algorithmes, Tu peux être etc. excellent sans coder même. Avec Apollinia, c'est pas un programmeur, hein, mais c'est quelqu'un qui, par exemple, enfin Pollinia, un fameux créateur de contenu sur Twitter, qui écrit beaucoup sur les roll-ups notamment. Ouais. Il ne me semble pas que ce soit un développeur, mais il a une compréhension extrêmement avancée des systèmes, de leur fonctionnement. En fait, ces propositions sont considérées, ou voire même implémentées ou prises au sérieux par des scientifiques. Après, on peut naturellement avoir un acumen, tout ce qui est théorie des jeux, etc. Il y a juste des personnes qui sont street smart et qui peuvent proposer des alternatives à des systèmes ou mettre en difficulté des systèmes juste en pensant à des choses, en sortant des idées de leur chapeau, etc. Et je pense que c'est aussi possible d'avoir des inputs. Mais clairement, coder, c'est quelque chose qui permet d'aller plus loin sur pas mal de systèmes ou en cryptographie. C'est bien d'avoir fait de la théorie des nombres ou des trucs comme ça ou à l'université sûrement. Au bout d'un moment, il y a des limites. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Et j'ai encore une question pour Node Guardians. Aujourd'hui, c'est un service qui est gratuit. Oui. Quel est le business model? Alors, c'est vrai que Node Guardians est un public good du point de vue du développeur et on construit un produit pour les développeurs, pas pour nos clients. Parce que le but, c'est de construire une plateforme pour les développeurs, mais surtout une communauté de développeurs expérimentés qui va permettre en fait à ces derniers de construire des choses qui ont du sens, meaningful. Ouais. Donc, le business model de Node Guardians se compose de différentes. Il y a différents axes en gros. Comme le nom le suggère, Node Guardians, gardien du nœud, on fait tourner de l'infrastructure et les gens sont libres de déléguer sur cette dernière pour nous soutenir dans nos efforts et aussi parce qu'on a une participation en gouvernance qui peut éventuellement être alignée avec ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est pas un problème. Ils peuvent aussi ne pas être d'accord et déléguer parce qu'on peut override un vote sur Tendermint, enfin sur Cosmos. Très bien. Aujourd'hui, on est passé de 0 à 60 millions d'assets délégués, pas en gestion. C'est pas pareil, c'est non-custodial. Ça nous permet de couvrir une partie de nos coûts. En parallèle, on organise des événements, ça aussi, ça nous permet aussi, ça nous dégage un petit revenu qui va grandir à mesure qu'on avance dans le temps. Pour l'instant, c'est la tendance. Et on a surtout des coûts d'intégration. Sur la plateforme, dès qu'on intègre un nouveau langage, Cairo, Noir, Sway, etc., Rust, la création du contenu est financée par une fondation ou par un autre acteur.
Et l'idée, c'est que on crée des challenges de haute qualité qui vont en gros démystifier la complexité de ces langages-là Mhm. et permettre à des gens du monde entier gratuitement de se mettre à un bon niveau sur ces stacks-là. Une fois qu'on a en gros, c'est de l'onboarding. On upskill, donc on ne donne pas les bases, mais on explique plutôt les concepts intermédiaires à avancer. Une fois que les gens complètent ces challenges, on a toute une pipeline qui va vérifier le code de ces gens-là et d'évaluer et voir si ce code satisfait certains critères. Mhm. Après, on génère une preuve de compétence. Cette preuve de compétence peut être utilisée pour Les recrutements. oui, recrutement ou candidater pour un grant ou je ne sais quoi. Et au-delà du simple fait, si on utilise notre Guardian, c'est pour apprendre des choses, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas seulement. C'est pour aussi tester ses compétences ou autres, mais c'est aussi l'idée de faire partie d'une communauté. Donc, il y a des rangs dans notre Guardians. Il y a les Scholars, les High Mage, les Mages, les Guardians, etc. Et si tu possèdes tel item ou tel proof of skill, tu peux aller à Starknet CC sans ticket. Ou tu peux rester une semaine dans une hacker house, avoir ta chambre d'hôtel et travailler sur de l'open source Mhm. sans rien payer. Et progressivement, on essaie de construire une avenue pour que ces développeurs puissent construire des choses dans le Web3. Parce que souvent, les gens disent oui, mais je ne sais pas par où commencer, ou c'est pas évident, ils ne savent pas ce que c'est un DevRel ou un Grant, ou ils ne se connaissent pas trop en gros comment fonctionne. C'est tout à fait normal. Et donc, l'idée, c'est que de la façon la plus indolore, avec le moins de friction possible, on offre ce système-là. Donc, onboarding, challenge de qualité pour vérifier le niveau, mettre les gens au niveau, par exemple. Ensuite, vérification de la skill, preuve de compétence. Et à terme, soit construire leur propre projet, soit contribuer sur de l'open source. Ça peut être plein de choses en fait. Mais l'idée, c'est de créer toute cette pipeline-là. Et le problème que l'on résout à terme, c'est celui de l'onboarding des développeurs. Donc, ce n'est pas succinct ce que je dis, mais c'est tout simplement ce que l'on essaye de faire. Et une autre chose, il faut que l'expérience soit la moins invasive au possible pour que ce soit toujours une communauté, une plateforme que l'on ait envie de recommander et que les développeurs, souvent expérimentés, aient envie d'utiliser parce qu'ils sont très soucieux de leur confidentialité ou autre et de comment ils sont traités. Donc nous, on ne demande pas aux gens de retweeter quelque chose pour accéder à tel ou tel challenge ou autre, même si c'est une méthode qui est très légitime, on ne peut pas composer avec ça. Et puis voilà, après, d'autres choses qu'on fait pour générer du revenu, on build du software tout simplement. Et une des choses qu'on va explorer beaucoup plus en profondeur là, après cet été, c'est en fait une sorte de dev shop. Par exemple, tu peux avoir, on peut construire par exemple une implémentation de liquid staking par exemple, ou une Orbit chain sur Arbitrum avec des caractéristiques particulières. Ok, en fait l'Amazon des protocoles. Presque, mais il faut que ça ait du sens aussi. Et vu que c'est une communauté de développeurs, on ne va pas le construire seulement nous, mais avec la communauté. Et ça s'aligne toujours sur le concept initial, amener de la valeur à ces protocoles-là. En gros, la thèse sur notre Guardian, c'est que sur les réseaux Proof of Stake ou les roll-up, etc., il y a des centaines de milliards d'assets en POS et qui peuvent être potentiellement délégués. Les fondations, elles, ont des dizaines de milliards de dollars de budget à alloués pour soutenir des initiatives qui contribuent à leur écosystème. Et elles ont aussi au total des centaines de milliards de dollars en équivalent dollars de jetons à déléguer. Pendant longtemps, sur les systèmes des POS, il y a plein de... En fait, tu as plein d'acteurs... Enfin, il y a beaucoup de jetons qui ne sont soit pas stakés par ces fondations-là, soit qui sont stakés parfois sur des opérateurs qui font juste tourner un validateur. L'idée, c'est que progressivement, il y a une sophistication des acteurs qui font de la validation. Par exemple, on va prendre l'exemple de DSRV ou de Chorus One. Chorus One, initialement, c'est juste des validateurs sur Solana, Ethereum, etc. Et Cosmos, superbe team. Mais à mesure qu'ils ont aussi gagné en ressources, c'est plus que ça. C'est une suite de services de staking pour les entreprises. Ils font aussi peut-être des bootcamps et des choses qui s'adressent aux développeurs. Ils vont aller plus loin que leur activité de validation pour aussi légitimer peut-être tel ou tel soutien ou délégation d'un acteur X, Y ou Z. Donc, certains acteurs commencent à être proactifs sur ce plan-là, et nous, c'est ce qu'on fait aussi. Et on pense qu'on peut légitimer notre rôle de bloc produceur à travers nos contributions pour un écosystème. Donc, une fondation peut nous soutenir, mais aussi les utilisateurs de cette blockchain peuvent nous soutenir parce qu'on est en train de livrer des choses tangibles qui permettent à cette blockchain ou à ce roll-up ou à ce système d'être d'être tout simplement meilleur. Et donc, pour nous, ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de gigantesque et on essaye juste de
de bien se positionner sur la chose. Et puis, Ouais, de l'anticiper. éthiquement, Ouais. c'est juste fascinant à faire. On choisit des écosystèmes qu'on trouve, qui nous emballent et qui plaisent à notre communauté. Donc, on n'essaye pas de se disperser sur 40 intégrations en parallèle. On essaye de bien faire les choses. Et donc, nous, on y prend du plaisir. On pense que on trouve ça très fun et que et que c'est viable économiquement dans cette mesure-là. Donc, il y a pas mal de choses que l'on peut faire pour générer du revenu. Mais le produit lui-même va toujours demeurer gratuit. Alors, il ne faut jamais dire jamais, toujours, hein, ça peut peut-être changer, mais nous, on voit pas pourquoi ça. À partir du moment où le truc n'est plus gratuit, c'est pas aligné, ça marcherait plus. Voilà. Et tu viens de faire la parfaite transition pour la troisième partie, parce que on en a fait que 2. Ouais, Il y en a Allez, 5. challenge. Là, j'essaie de répondre à chaque question en 1 minute. C'est un vrai un exercice de synthèse auquel je vais me prêter au jeu. Alors, c'est simple. J'ai les notifs activés sur ton compte Twitter. Ouais. Et un jour, mon téléphone vibre. Et là, je vois If Cosmos is a security, the world is a security. Ça, c'était un jeu de mots. En fait, je t'explique juste très simplement. J'ai aucune opinion sur la règle. Alors, Ah, c'est pas par rapport à la régulation que je vais te poser la question. oui. Je vais te poser la question, c'est est-ce que tu penses que Cosmos aujourd'hui, c'est l'une des blockchains les plus décentralisées qui existent? Ouais. Allez, on passe à la prochaine question. Non, en fait. Allez, ça reste quand même dans le top 5, top 10. Le problème des systèmes POS, c'est que la distribution de la stake, elle est. Si on parle de coefficient de Nakamoto, le nombre d'opérateurs qu'il faut corrompre pour attaquer le réseau. À 50. Ok. Sur Cosmos, tu as eu 80% vendus à l'ICO et 20% gardés par Interchain, si je ne me trompe pas, et la team. Très bien. Le truc, c'est que les premiers opérateurs et certains insiders ont pu capturer une bonne partie de la valeur et souvent ces derniers sont alignés politiquement. Donc en fait, si quelques exchanges et quelques dev shops qui sont assez précoces sur le système se mettent d'accord, ils peuvent attaquer le réseau. Donc on n'est pas sur une décentralisation qui est parfaite et c'est vrai qu'un petit problème que tu as avec le DPoS, c'est que les acteurs les plus riches génèrent le plus de rewards et les compounds et capturent le plus de l'inflation. Ouais. Et à terme, le truc se centralise. Donc, c'est peut-être pas le meilleur système. Alors aujourd'hui, Sunny Agarwal d'Osmosis parle de Proof of Authority ou en gros, ou de système de gouvernance, tout simplement, où on va élire un set de validateurs et enfin, il y a pas mal d'approches qui sont suggérées. Mais ça reste quand même un des systèmes, je pense, les plus crédibles. Je dis pas que c'est grandiose, mais ouais, le truc que tu as avec le POS, c'est que c'est de la théorie des jeux. Et que c'est facile d'avoir de la collusion parce que les acteurs, tu peux entrer en contact avec eux, obtenir leur vote et à faire agir de façon malicieuse pour compromettre le réseau. Ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que c'est de la thermodynamique pure. C'est des machines qui font qui minent le truc. Tout le monde peut rentrer dans le réseau sans posséder le jeton. Alors que dans Proof of Stake, il faut que tu aies des jetons, donc il faut que tu passes par un sexe. Après, dans le Bitcoin, tu as la centralisation des mineurs dans des pools aussi. Un peu comme le stake Tether avec Lido, tu vois. Clairement. Et si certains pools se mettent d'accord, ça peut faire mal dans une certaine mesure. Je te rejoins là-dessus. Et puis, faut pas croire, hein, sur Bitcoin, il faut quand même pouvoir acheter l'ASIC et il faut sortir de l'argent pour pouvoir rejoindre, même si c'est permissionless ou autre. Tu n'es pas obligé d'acheter un jeton, mais si tu mines de ton côté, tu vas jamais trouver le bloc. Clairement. Donc bon. Mais c'est plus difficile peut-être d'avoir cette coordination entre des opérateurs physiques qui sont un peu plus difficiles à joindre ou autres. Donc il y a pas mal de bonnes caractéristiques qu'on peut trouver à la Proof of Work, mais après bon, la consommation, l'aspect consommation est aussi quelque chose qui crée de la controverse. Moi je pense pas que c'est un si grand problème mais ouais. Bref, Cosmos, c'est pas idéal. Mais ça reste un des systèmes les plus décentralisés. Oui, bien sûr. En fait, j'avais cette question parce que je sais que du coup, Cosmos, tu connais quand même bien, sachant qu'avec notre Guardians, forcément, vous avez un validateur de mémoire. Et à côté de ça, Stake Lab aussi. Parce que tu fais partie de Stake Lab. Oui, évidemment. Évidemment, comment te dire? Non, en gros, la partie Stake Lab, c'est une running joke. Hein. Adrien de Ledger, je fais partie de Stake Lab. Non, alors,
c'est vrai que on est dans des groupes chat et dès qu'il y a des lancements de validateurs, nos deux équipes sont en discussion, mais il n'y a pas vraiment de. Et puis quand on a commencé sur Cosmos, ça a été quelqu'un qui nous a donné de bons insights, donc ça a été vraiment super cool. Mais pour le coup, non, c'est juste une running joke. En fait, pourquoi ça a commencé? Il y avait une soirée Evmos à Denver. Et on n'avait pas de ticket, on est venu pas préparé. Forcément, on se dit, mais tranquille, personne sur Evmos, il y a de la place. Ok, on arrive, c'était bondé, superbe endroit. Et Adrien, il est validateur sur Evmos. Donc, il a dit, écoute, je vais demander à la personne qui gère le guichet d'aller voir quelqu'un d'Evmos pour voir s'il peut pas me générer un ticket parce que je suis validateur et contributeur. Et en gros, la personne est venue et elle a dit, oui, ça a marché. Oui, non, mais oui, je le connais, oui, il peut rentrer. Et Adrien a dit, et moi j'ai dit, dis que je suis DevOps chez toi. Ouais, he's a DevOps in my team. He's running the Evmos Validator. Merci. Voilà. Et donc du coup, c'est passé sur, c'est cette petite blague en gros qui nous a permis de rentrer, qui a été le seeding point. Après, il y a plein de petites blagues de ce genre-là, mais tu verras aussi que sur son pseudonyme, il a aussi, il est part-time chez Node Guardians, mais c'est une plaisanterie. Parce que je pensais que vous contribuiez avec Node Guardians. Non, je disais que l'équipe de Steak Lab, c'était une équipe et ça a pendant longtemps été qu'une seule personne d'ailleurs. C'est ça qui est assez marrant. C'est une personne qui faisait tourner 60 validateurs dans son coin. Et qu'il faisait très très bien. Donc ouais, non, c'est juste une blague. D'accord, ouais. Ok. Et puisqu'on parle de blockchain, on va parler un peu de la suite du monde de la crypto. Et on voit qu'il y a plein de L1 qui existent aujourd'hui. Oui. Il y a plein de L2 qui existent aujourd'hui. Ouais. Il y a des blockchains modulaires, des blockchains monolithiques. Il y a tout un tas de trucs. La question, ça va pas être de classer les blockchains les meilleurs vers les pires, mais plutôt, est-ce que tu crois réellement à un monde multi-chain ou est-ce que c'est un monde qui va être dominé par l'Ethereum dans tout ce qui est comment dire, programmable et Bitcoin qui restera Bitcoin. De toute façon, il n'y a pas de mots pour décrire mieux Bitcoin que juste Bitcoin. Ou alors, est-ce que tu penses que ça va être un monde de chaîne EVM compatible qui va avoir la plus grosse part de marché et les autres qui se partagent le reste? Comment est-ce que tu vois l'évolution de toutes ces blockchains qui existent aujourd'hui? En gros, je pense que Bitcoin et Ethereum sont fondamentaux dans une pure. C'est pas un conseil en investissement. Il faut que je donne des disclosures aussi. Hein. À chaque fois que si j'ai bien compris. Non, c'est en gros, c'est pas du conseil en investissement. On sait l'AMF, s'il vous plaît. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le précise aussi. Non, alors Bitcoin et Ethereum, en fait, sont à suivre et leurs développements sont à suivre. Après, je pense que, à l'image j'aime bien faire cette analogie avec le monde en règle générale. Tu as 70% du volume qui se fait entre, je sais pas, les États-Unis et peut-être l'Europe, 60%. Et puis après, tu as le reste qui va compter pour 40%. Et il y a cette distribution des opérations, des flux entre tous ces pays, toutes ces zones économiques. On peut peut-être avoir une distribution similaire et placer ces mêmes œufs dans le même panier en pensant qu'ils vont capturer en gros toute la valeur et tous les échanges tout simplement dans le milieu. C'est un pari qui me semble EV-. Donc Bitcoin et Ethereum comme base, c'est intéressant. Et après, on peut essayer de regarder les roll-ups ou d'autres systèmes, ou d'autres systèmes, par exemple, comme certaines blockchains monolithiques. Mais je pense que le truc le plus sûr, c'est surtout de s'intéresser à Ethereum et à ses roll-ups et s'intéresser aux garanties que ces systèmes offrent. Et en termes d'expérience, moi je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Et je pense. Hein. Après, il y a aussi Cosmos, les AppChain, etc. C'est aussi une thèse qui est intéressante. Et en gros, il y a différentes méthodes pour avoir sa propre AppChain ou construire sa propre application aujourd'hui. Soit on va la construire sur un protocole et payer le loyer. Ouais. Soit on va avoir son propre roll-up, mais on va avoir certaines garanties, mais aussi certaines contraintes et certains coûts liés à ça. Soit on construit sa propre chaîne de A à Z et on lance son propre token et ça vient avec tout un lot de défauts et de qualités. Je pense que pour l'instant,
Voilà, il y a des OP chains qui sont en train d'être lancés, il y a différents rollups qui sont en train d'être lancés avec des frameworks comme Eclipse, Caldera, Altlayer, etc. Le Cosmos SDK a fait ses preuves, a été forqué 40 000 fois pour lancer toutes sortes de chaînes. Aujourd'hui, c'est un peu le baptême du feu. On peut observer comment ces systèmes capturent de la valeur des utilisateurs et avoir une exposition à toutes ces choses-là, c'est intéressant. Et je pense qu'on n'a pas encore de certitude quant à qu'est-ce qui va être le winner, etc. Mais je suis plutôt partisan du fractal scaling. Je pense qu'on ne peut pas mettre toutes les activités de tous les opérateurs, tous les agents sur un même système. Il va forcément falloir en gros avoir des L3, des L4 ou des app chains. Et un pari qui est peut-être un peu plus sûr, c'est regarder les... Ouais. Salut, ça va? Ouais. Regardez les... Je rattrape le dernier bloc. Regardez surtout les frameworks, les systèmes qui permettent de bridger avec le moins d'implication sur le plan de la sécurité, de confiance. Bon. Ça, c'est peut-être quelque chose qui a vocation à marcher dans un monde multi-chain. Après, on peut avoir un Nexus avec Ethereum qui capture 80% de la valeur. Donc, pour faire ça plus simplement, plus court, je pense que Bitcoin et Ethereum, c'est un safe bet. Et tout ce qui est construit au-dessus d'Ethereum, les roll-up, ça me semble aussi être quelque chose d'intéressant parce que tout ne va pas se passer sur Ethereum. On n'en est pas encore à la parallélisation de l'EVM ou la Enshrine ZK EVM on top of Ethereum. Donc Ethereum, ses développements et ses roll-up restent selon moi intéressants. Mais le truc qui m'emballe le plus, c'est surtout, mais c'est peut-être pas la réponse à la question, c'est les preuves d'intégrité. Enfin, les ZK. Ouais, on va en parler un peu parce qu'on va parler de Starknet après. Ouais, ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Après, pour les monolithes, aujourd'hui, Solana a plein de défauts. Le problème, c'est que ça marche très bien, c'est très agréable à utiliser. C'est très rapide, ça n'a pas de... Les interfaces pour utiliser cette blockchain fantôme, etc. sont plutôt bonnes. Mais il faut aussi se poser des questions fondamentales. Il y a pas mal de validateurs, il y a 2000 validateurs, il y a une stake qui est relativement bien distribuée, il y a des staking pools, ok, très bien. Relativement bien distribuée avec une astérisque. Pour reconstruire le ledger de Solana, il faut une table BigQuery ou 100 000 € par mois de stockage. Ouais, les coûts ils sont énormes pour l'infra du truc. Ouais, non, le node, ça va, parce qu'il est pruné. Je crois que pour participer au réseau Solana, si je dis pas de bêtises, tu n'es pas obligé de télécharger tout le ledger. Tu dois juste avoir quelques jours d'historique. Il y a des checkpoints si je me trompe pas. Ouais. Sinon, c'est impossible. Le truc print 40 TB par mois, quoi. Donc, ouais, tu peux pas payer ça. Et fondamentalement, ça reste toujours mieux qu'un data center, qu'un AWS ou autre, parce que ça dépend d'un réseau distribué. Ouais, ça reste tout de même une évolution par rapport au statu quo où on avait un seul administrateur pour un data center et on faisait tourner son jeu là-dessus. Donc, on récupère certaines perks du Web3, mais c'est pas le truc ultime. Mais je pense que ces systèmes-là s'y est parfaitement pour des jeux vidéo ou pour certaines applications de DeFi qui sont à haute fréquence et qui sont non custodiales. Aujourd'hui, il est possible de trader, je pense, avec des trucs comme Phoenix, d'avoir des order books sur Solana et de trader de façon non custodiale et d'utiliser en gros le fait qu'il y a un temps de bloc qui soit limité. Donc, il y a toujours des use cases très particuliers qui font que des systèmes monolithiques trouvent aussi leur sens. Parce que Solana, il n'y a pas tout qui est acheté à la poubelle. Ok, la blockchain est partie en vacances 8 fois sur les 18 derniers mois, mais c'est aussi parce qu'ils ont tout construit de A à Z. C'est pas un système qui a encore fait un fork de Geth avec changer 2-3 trucs sur l'EVM et lever 50 millions et voilà. Non, ils ont tout écrit de A à Z. Ça vient avec plein de défauts, mais au moins ils ont eu la qualité d'innover sur pas mal d'aspects. Et après, il y a eu quelques innovations comme la state compression, les local fee market, qui vont même être implémentées dans d'autres blockchains. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui contribue à l'innovation au niveau des systèmes distribués. Et la logique va s'appliquer pour Aptos et Sui. Le block space aujourd'hui, il est abondant, mais ce qu'on cherche, c'est pas nécessairement le block space. Si tu es en quête de block space, tu peux le trouver sur des roll-ups avec peut-être de meilleures garanties de sécurité. Mais tu peux aussi être en quête de meilleures garanties, on va dire, de neutralité qu'un data center. Mais peut-être que tu te fous tu peux composer avec une sécurité économique un peu plus faible ou autre. Donc pour moi, les systèmes monolithiques ont aussi de la place. Certains diront que
Je suis en train de dire ça pour ne pas me froisser avec des fondations qui pourraient me granter. Mais c'est pas vraiment ça. En vrai, j'en ai rien à foutre. Je pense vraiment que ça a du sens dans une certaine mesure. Si tu construis sur un roll-up, tu peux être contraint de composer avec la finalité du settlement layer. Pour avoir de meilleures performances ou autres, tu vas aussi devoir faire des trade-offs. On parle souvent de Validium, où tu changes la source de disponibilité des données pour passer par un committee au lieu d'Ethereum. Ça vient aussi avec tout un lot de trust assumptions. Il n'y a rien qui est parfait. Et en fait, c'est le marché et les utilisateurs qui auront le dernier mot clairement. à X le temps. Donc je pense que l'idée, c'est juste d'être modeste, de prendre plusieurs verticales, de sélectionner quelques projets, de s'y intéresser, parce qu'on ne peut pas tout suivre simultanément. Hein. Tu chasses 2 lièvres à la fois, t'en attrapes aucun. Ouais. Voilà, et faire son choix. Mais je pense que c'est quand même plus sûr de regarder des ledgers qui ont un minimum de neutralité, qui sont un minimum crédibles. Bitcoin, Ethereum, à la limite Cosmos, et puis après voilà. Après tous les fair launch qui viennent, ça veut pas dire qu'un truc est fair mind, etc. Comme Bitcoin, genre il y a eu Caspa après et tout, que c'est forcément bien, parce que les insiders vont forcément capter la majorité de la supply vu que c'est logarithmique souvent. Donc ouais, je pense que c'est juste quand même plus safe de s'intéresser à Bitcoin, à Ethereum. Puis après voilà. Et je vais te poser la même question qu'on a posée à Mark Zeller il y a un mois. Oui. C'était, est-ce que tu penses que les ordinals, c'est une bonne chose pour le Bitcoin? It's a feature, not a bug. Donc je pense qu'ils ont c'est le petit workaround autour de Segwit qui permet de marquer les Satoshi, ouais, c'est ça. Et donc on a mis plein de NFT. En gros, ils disent que c'est des NFT, mais globalement c'est ça. En fait, c'est des Satoshi qui sont marqués, qui viennent de Taproot. Ouais, c'est ça. De Taproot et de Segwit. De Segwit et Taproot qui a été mise à jour un peu plus récente, qui augmente je crois la programmabilité de Bitcoin et d'autres choses. Il y a aussi des trucs avec les signatures de Schnorr, transparence, je sais pas trop. Ouais. Moi, je pense que en fait, c'est marrant parce que c'est une bonne chose pour Bitcoin. Parce que, bon, clairement, il y a eu plus de frais sur Bitcoin. Donc, on peut peut-être se dire qu'on a trouvé un exit à la spirale de la mort de Bitcoin par rapport aux frais et au halving et blablabla et blablabla. Mais bon, je pense pas que la hype va un peu s'estomper. Hein. Au bout d'un moment, on n'a pas 40 000 choses à inscrire sur la chose. C'est intéressant que la spéculation et la shitcoinerie aura été la chose qui aura, par exemple, amorcé une hausse des frais sur Bitcoin. Et c'est ce qui s'est passé aussi sur Ether d'ailleurs. Quand Ether était ultra déflationniste, c'était parce que justement, il y avait tous ces shitcoins qui étaient en train d'être déployés, qui étaient en train d'être tradés. Et du coup, l'Ether était devenu ultra déflationniste. Maintenant que ça s'estompe un peu, on voit l'Ether qui n'est plus aussi déflationniste qu'avant. Exactement. Là, tu fais référence à le IP 1559. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Après, ce que l'on peut déplorer, c'est que Bitcoin Vanilla, nature, n'aurait pas permis ce genre de choses. Alors, est-ce que dans la vision de Satoshi, cet emploi de la blockchain est bon? Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé la réponse en s'intéressant à tous ses posts et à tous ses travaux. Mais le truc, c'est que c'est souvent les core devs de Bitcoin, ça me semble quelque chose d'assez mystérieux. On a poussé Bitcoin vers la direction de Lightning Network. Et pour implémenter Lightning Network, il fallait aussi faire certains changements critiques sur Bitcoin pour que ce soit. On n'a pas vu d'adoption, on n'a pas vu de changement. À part que quelques personnes dans le monde qui l'utilisent. C'est un super settlement layer, Bitcoin, et l'idée n'est pas mauvaise. Mais c'est un peu Blockstream qui donne la direction et qui fait tout le lobbying pour que des choses soient implémentées et puissent fonctionner. À la fin de l'histoire, quand tu innoves, tu dois pouvoir peut-être projeter les différents usages qui peuvent être faits d'une technologie ou d'une modification, d'une itération que tu fais sur un système déjà existant. Le système est ouvert, distribué, suck it up. Et pour moi, c'est une bonne chose même. C'est pas une mauvaise chose que ce soit produit. Et puis, si ça introduit un nouveau problème, quant à la décentralisation du réseau ou la taille du ledger, on en revient à la discussion initiale. Précarité, problème, et peut-être qu'une innovation qui bénéficiera à Bitcoin permettra de rendre la solution plus vertueuse, plus complète ou plus résiliente. Donc, je pense que c'est un bon phénomène. Parce que tu reprends une partie d'une réponse de Marc et tu reprends une partie de Eric Wall et de Udi. Exactement. En fait, c'est ce qu'il disait aussi, c'est qu'on teste des trucs, parce qu'il n'y a personne qui teste rien sur Bitcoin.
Et si aujourd'hui, ça nous permet de découvrir un bug, mais tant mieux pour Bitcoin parce qu'on l'aura corrigé maintenant. Et on n'aura pas attendu 10 ans quand… Mais absolument, absolument. Mark Zuckerberg pensait que c'était une bonne chose. Oui. Oui. Et elle a dit que c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Bitcoin depuis les 10 dernières années. Voilà, shots fired, ça c'est pour préparer l'arrivée à Surfing Bitcoin en grande pompe. Je crois qu'il n'y va pas cette année. Ah ok, bon, je serais… Non mais je pense il a pas… C'est une bonne chose. Pour moi, c'est ni mauvais ni bon, c'est même plutôt bon. Et ça va nous permettre, éventuellement, si ça mène à une situation critique, quelque chose qui compromet le protocole, ben, ça introduira sûrement des innovations dernière minute. Et c'est quelque chose que Bitcoin n'a pas vraiment vécu. Être face au danger et devoir muter de façon agile pour surmonter un danger. Et je serais curieux de voir quelle coordination, quel consensus social, quelles actions vont être prises pour modifier Bitcoin rapidement et quelles implications ça pourrait avoir sur la perception de Bitcoin. Parce que aussi, ce que l'on apprécie dans Bitcoin, c'est le fait que le truc ne change pas. Ouais. Voilà. Et c'est aussi ça la beauté du système et c'est pour ça qu'on le voit comme quelque chose de relativement safe dans une certaine mesure. Donc voilà, il y a plein de choses en perspective qu'il va falloir anticiper. Il y a aussi la fameuse histoire du post-quantum, quand il y aura des ordinateurs quantiques. Il y a d'autres systèmes à aller mettre à jour avant de faire. Ouais, clairement. Et puis, donc bon, c'est un problème intéressant. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et il faut arrêter de faire des threads sur Twitter et des Twitter Space et crier sur les gens. Ouais. En fait, ça produit… Non, les règles sont ainsi et il faut être bon jeu. Voilà. On tourne depuis combien de temps là? Ouf, ok. Écoute, il nous reste 2 parties. Il y a une partie sur Starknet, parce que tu es très présent dans l'écosystème Starknet, Oui. Notamment avec Starknet CC. C'est toi qui organise ça. Oui, avec OnlyDust, oui. Voilà. Alors, j'ai envie d'aller assez rapidement sur cette partie-là, parce que en fait, moi, je voulais vraiment m'attarder sur ton histoire, un peu peut-être le côté de ce que tu as appris d'avant, de ce que tu apprends aujourd'hui encore à travers ton activité, maintenant beaucoup plus tech aussi. Oui. Donc, Starknet. Une question assez rapide. Est-ce que tu penses que le choix non EVM peut porter préjudice à Starknet? Non. Alors, je vais faire une réponse rapide. Je pense que j'aime pas mal de Validity Rollup. J'aime pas que Starknet et j'essaye de faire un effort pour que on arrête de m'associer à Starknet à cause de Starknet CC. Parce que j'adore Starknet, mais en vrai, il y a plein d'autres solutions que j'aime. Et donc voilà, je dois discloser, je suis partenaire stratégique du réseau. Mais je me suis intéressé à Starknet avant même de l'être et sans recevoir d'incentives financières ou autres pour ça. Et pourquoi je me suis intéressé à Starknet? Si on revient au début du podcast, je parlais du Trusted Setup de Zcash. Eli Ben Sasson, founding scientist à Zcash, auteur du papier sur ZeroCoin, a travaillé sur l'implémentation de Zcash, le premier protocole qui met à l'usage les preuves de la divulgation nulle de connaissances, les fameuses ZK Proof. Super. 2 ans plus tard, Eli arrête de travailler à Zcash pour créer une boîte qui s'appelle Starkware et publie un nouveau papier avec d'autres scientifiques, Inon Oresh, Michael Ryabzev et j'ai oublié l'autre personne, mais écrit un papier sur les Starks et étudie comment ce type de preuve peut être le endgame pour scaler Ethereum. Donc il se penche sur la question avant beaucoup plus d'autres acteurs, ce qui, à mon sens, lui donne une certaine légitimité. Et ils sont confrontés au problème de est-ce qu'on fait une zk-EVM ou une zk-EVM bien avant. Mais ils ont quand même choisi cette voie-là sans s'inspirer de telle ou telle autre option parce qu'ils étaient quand même premiers ils étaient pas premiers, il y avait sûrement d'autres personnes dans la planète qui réfléchissaient à la même chose, mais dans le moment en question, publiquement, c'est eux qui taclaient ce problème. Et je pense que s'ils ont décidé de faire le choix de construire une VM custom, ça s'inscrit plutôt dans une stratégie long terme. En gros, si tu veux un système qui est optimisé pour la génération de preuves, tu ne veux pas composer avec les contraintes de l'EVM. Donc, tu es obligé de construire quelque chose de tout nouveau qui va être en mesure de scaler, d'offrir de meilleures performances. Et à partir du moment où tu construis quelque chose d'entièrement nouveau, tu peux changer plein d'autres composants nativement. Tu vas pouvoir avoir une abstraction de compte construite au niveau du protocole et plein d'autres choses. Et clairement, au début, tu manges de la glace, comme on dit chez Solana, tu manges du verre. Mais à terme, dans un contexte où il y a beaucoup plus d'utilisateurs, tu vas avoir de meilleures performances. C'est quelque chose qui est plus en mesure de soutenir un usage important.
Et le truc, c'est qu'avec une ZK VM, un Layer 2, rien ne t'empêche par la suite d'avoir une ZK VM qui existe en tant que L3 au-dessus du L2 ou qui est même construite directement sur le L2. Et une des beautés de Cairo, qui est le langage prouvable de Starknet, c'est que c'est un langage qui prouve l'intégrité de quelque chose. Donc on peut prendre des millions d'événements et générer une preuve très succincte que ces événements se sont produits de la telle façon, d'une telle façon, et ça repose sur des mathématiques, il n'y a pas d'assumption optimiste ou autre. Donc bon, tu peux réécrire les opcodes d'une Ethereum Virtual Machine directement sur Starknet et avoir ta compatibilité dans une certaine mesure. Tout est une affaire de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec Kakarot, une initiative de ZK VM construite en Cairo, qui va permettre d'étendre le scope de compatibilité. Donc, short terme, c'est pas cool. Tu dois juste, les gens sont obligés de se taper Cairo. Mais si tu regardes le bigger picture, je pense que c'est juste un problème sur les 2 prochaines années. Et justement, avec le nombre de ZK Rollup qui se lancent, on voit de plus en plus. Comment est-ce qu'ils peuvent se démarquer aujourd'hui? Est-ce que ça va être en termes de coût de transaction? Est-ce que ça va être en termes de nombre de transactions qui peuvent passer? En fait, en réalité, comment aujourd'hui reconnaître un ZK VM qui a les facteurs de réussite, on va dire? Comment les distinguer en fait entre eux? La guerre des ZK VM, déjà tu n'as pas de benchmark crédible aujourd'hui, si je ne me trompe pas, des performances des ZK VM. Tu n'en as pas vraiment de bons parce que la plupart de ces systèmes ne sont pas en production ou viennent tout juste d'être lancés et ont 40 000 étapes dans leur roadmap à compléter. Donc en gros, le truc c'est que tu n'as pas… souvent le selling point c'était nous on est les plus performants. Par défaut, sur le papier, une ZKVM devrait mieux faire parce qu'elle implique une contrainte en termes d'onboarding des utilisateurs. Il faut apprendre un nouveau langage, mais elle est optimisée pour la génération des preuves. Ça, c'est quelque chose qui va uniquement être apprécié dans un contexte où en fait, il y a beaucoup d'activités économiques sur le rollup. Mais il faut aussi regarder d'autres éléments. L'expérience utilisateur. Est-ce que l'expérience utilisateur est bonne sur le système? Ça dépend aussi des coûts de transaction, de la rapidité du système, mais aussi de l'abstraction de compte ou autre. Et puis, on va aussi chercher d'autres fonctionnalités. Par exemple, est-ce qu'il y a vraiment de la privacy, de la confidentialité? Parce qu'on entend parler de ZK Rollup. Ce n'est pas vraiment des ZK Rollup. Bien souvent, c'est des Validity Rollup. Validity Rollup, c'est en gros, pour faire très court, tu as dans un ZK Rollup, en gros, une Zero Knowledge Proof, tu as les Validity Proof et les Zero Knowledge Proof. La Validity Proof, elle t'offre une propriété que l'on appelle la succinctness. Dans Snark ou Stark, le S, c'est succinctness, ça veut dire le fait que l'objet soit bref. Donc en gros, on va prendre des millions d'événements et on va créer un objet succinct qui prouve que ces événements se sont produits. Là, c'est ton stream qui a commencé. C'est ton éducation que tu fais pendant le stream. Exactement. et donc ça, c'est ce que la plupart ce qu'on appelle les ZK Rollup utilisent, parce que ce qu'ils cherchent, c'est juste à scaler Ethereum. La confidentialité, ça vend mal. Et puis, en fait, à partir du moment où tu veux introduire cette propriété de confidentialité, il faut plus de computation, il faut plus de calcul pour générer la preuve. Et après, tu as des vrais ZK Rollup. Donc là, tu as la succinctness, mais tu as aussi la confidentialité. Et donc, Aztec, c'est justement ce qu'ils font. Donc là, tu as vraiment quelque chose qui offre cette propriété de confidentialité, mais ça va avoir un peu plus de difficulté pour scaler dans une certaine mesure. Donc ça peut aussi être un selling point, avoir la possibilité de faire toutes sortes d'activités en ayant cette confidentialité. Mais sur un truc comme Starknet, tu peux avoir cette confidentialité sur un L3. Donc pour faire très court, tu as les performances, l'expérience utilisateur, mais à la fin, je pense que c'est juste une histoire de vibes. Tu as des écosystèmes qui sont plus attrayants, qui ont des protocoles phares qui se développent. Et je pense que dans le cas des rollups, sur Arbitrum, tu as GMX. Sur Optimism, tu as Quenta, des marchés de produits dérivés, etc. Sur les ZK Rollup, tu as plus un agenda sur les Autonomous World, les off-chain games. Est-ce que ça va être ça le selling point? Est-ce que ça va être ça qui va donner plus de vélocité au rollup? Parce que les calculs sont peu chers? Peut-être. Mais je pense qu'à la fin, c'est juste une histoire de vibe. Et je mettrai quand même une petite réserve sur les rollups en règle générale, les ZK Rollup, parce qu'il faut être critique sur la chose. C'est tout nouveau. C'est vraiment des technologies de rupture. Et c'est pour ça que je pense aussi que la TVL a du mal à grossir sur ces derniers. C'est en production depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être un an pour Starknet.
mais tu sais pas ce qui peut se passer à T plus 4 ans. Et la sécurité d'un système, c'est la valeur qu'il y a dessus, time multiplié par le temps. Et je pense qu'on a quand même des risques que certains systèmes finissent pétés. Donc on n'ait plus d'anonymat, ou que toutes les données voilà, que voilà, la privacy ne soit plus, toutes sortes d'attaques peuvent arriver. Toutes ces primitives cryptographiques peuvent être compromises parce qu'on n'a pas encore assez de recul. C'est comme lancer un médicament sans faire des années de tests. Ouais. Donc je pense qu'il faut aussi être sceptique et vigilant et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais à la fin, je pense que c'est juste une histoire de vibes en toute franchise. Toutes les teams, Matter Labs, Scroll, Aztec, elles sont géniales. Risque Zero. Les use cases, c'est plus ou moins les mêmes à la fin de l'histoire, même si tu vas avoir certaines subtilités sur la carte abstraction, tu vas avoir le shared prover sur Starknet, tu vas avoir des storage. Tu peux avoir différentes subtilités, mais à la fin de l'histoire, c'est plus ou moins la même chose. C'est juste Ouais, et je pense aussi, ça dépend pas vraiment de la blockchain en elle-même, mais l'utilité qu'il y a sur cette blockchain. Ça dépend des protocoles qui vont se déployer dessus, l'usage de ces protocoles-là. De vibes. Ces protocoles qui Avec font c'est les donc ça, vibes. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as envie Moi, je pensais que d'aller c'était juste, ils faisaient des bonnes soirées. Est-ce que tu as envie d'aller sur allez, il faut que je prenne un exchange sans me faire taper sur les doigts. Gate. Non, attends, je cherche un exchange. L'instant, je cherche un exchange vraiment pourri. Est-ce que tu connais Mercatox? Non. Ok. Hey, tu connais BitGrade? Non. Ok, je prends les vieux trucs pourris. Ok. Bitrex. FTX. Bitrex, oui. Si Bitrex fait un ZK Rollup, déjà on part sur de mauvaises vibes. Surtout si Bitrex se lock la moitié de la supply et lâche des grants en mode pour motiver. Il y a un problème de vibes dès le départ. Et est-ce que ça va être le bon terreau pour attirer de gros protocoles ou des innovations, des choses intéressantes? Non. Et c'est la manière dont les écosystèmes sont construits qui va déterminer si ces derniers seront successful plus tard ou non. Et nous, on essaye de contribuer à certains écosystèmes avec notre Guardians pour augmenter peut-être leurs chances sur cet agenda-là. Mais finalement, c'est l'histoire de vibes. Donc sur Optimism, tu as le RPGF qui soutient différents public goods et qui attire aussi certains développeurs à venir contribuer à cette stack-là. Tu as l'OP Stack qui se généralise avec des roll-ups qui sont lancés comme Zora, Coinbase, le Base avec même OPBNB, pardon. Donc voilà, sur Arbitrum, tu as Orbit qui est un peu la même chose. Tu as eu Nova qui était un peu le crash test de la stack Orbit. Tu as GMX. Chaque roll-up a ses vibes. Sur Scroll, tu as cet alignement, cette honnêteté intellectuelle et cet alignement avec les spécifications d'Ethereum, cette collaboration avec l'Ethereum Foundation qui va lui donner une certaine crédibilité et peut-être attirer une certaine population de développeurs. Sur Starknet, tu as cette excellence technologique et le fait qu'il soit précurseur dans ce sujet-là qui va attirer un certain profil de développeurs. Mais finalement, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va construire dessus qui a du sens. Time, le temps. Et à la fin de l'histoire, toutes ces solutions, c'est au-dessus de notre pay grade, elles sont bien, voilà, elles ont de belles qualités sur le plan technique, elles sont magnifiques. Mais qu'est-ce qui va gagner? Réponse un peu pourrie parce que finalement, c'est pas ce qu'on achète. Mais justement, mais c'est quand même une bonne réponse, je trouve. C'est en fait, de toute façon, le but c'est pas de dire ouais, celui-là, ça va être le meilleur. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est comme je te dis au début, c'est discussion, réflexion. Discussion. Et là, pour le coup, on arrive dans la dernière partie. Ouf. Et c'est la partie la plus chill, la plus cool, et vraiment, on va aller chercher qui tu es. Pour commencer, en fait, ça va être juste la partie perso. Ouais. On se concentre sur ta propre personne et pas sur le côté technique, vraiment sur ta vie en général. Donc, pour commencer, Crypto Twitter. Quel est ton avis sur le Crypto Twitter français, anglais, pourquoi pas Est-ce que c'est un outil? Est-ce que tu en as marre? Est-ce qu'il y a que des connards dessus? J'aime bien Twitter, j'y passe juste. En fait, j'ai ce mauvais réflexe de toujours ouvrir un onglet Twitter toutes les 2 heures. Après avoir checké mes emails, je vais sur Twitter, je scroll. Mais après, c'est mon seul réseau social avec Telegram. Tu sais, on a tous un vieux compte Messenger qui traîne, mais tu sais, on n'est pas connecté depuis 3 ans. Ça, voilà, j'ai ça. Mais je suis content de Twitter. Hein. C'est là que je trouve en gros les news. Après, quand je veux fact-checker, je vais chercher d'autres sources. Il y a des dramas, il y a des bons papiers publiés dessus. Il y a des belles discussions, il y a des photos de vacances. Il y en a qui s'en servent comme Instagram, comme moi. Je sais pas, franchement,
J'ai rien contre crypto Twitter, j'en suis content, même s'il y a des trucs cringe et que l'algorithme me fait des suggestions qui donnent la migraine. J'ai pas de critique. Sur Twitter, crypto Twitter français, je vois des trucs passer, les cryptos de Caro, tout ça. Mais Elle n'est pas sur Twitter. non, mais je vois des images. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des. Mais, Il y a non, deux mondes, il y a deux mondes dans la crypto, hein, vraiment. Franchement, crypto Twitter français m'a l'air plutôt paisible. Fut un temps, je me battais avec les bitcoins et tout, Maxi, mais c'était une autre époque. Maintenant, ça va. On s'entend plutôt bien. Tu viens à Biarritz? Ouais, je pense que cette année, je vais cool. le faire. Mais ouais, crypto Twitter. Mais en crypto Twitter US, j'ai mes quelques comptes que je suis et c'est bien. Ok. Voilà. Est-ce que tu as des builders ou des entrepreneurs qui t'inspirent vraiment? Genre, t'as tiré un peu ta façon de travailler, ta façon de réfléchir de ces personnes-là? Ou est-ce que ça a été un travail plus. Tu t'es imposé des choses Builder qui m'inspire. Ouais. En fait, c'est souvent des questions que j'ai du mal à y répondre immédiatement parce qu'il faut que il y a une base de données dans ma. Les questions ne sont pas préparées, juste une précision. Que j'ai rencontré récemment, que j'ai rencontré, que je connaissais depuis un petit moment, mais à qui j'ai développé une relation là ces derniers temps. Le CEO d'une boîte qui s'appelle Lambda Class, qui fait du développement en système distribué en cryptographie, qui a un parcours vraiment inspirant, qui est très impliqué dans son travail. Une autre personne qui a rejoint Starkware récemment, c'est Abdel en fait. Ah ouais. Abdel, c'est quand même le wunderkind du software de la crypto. C'est un parcours qui est vraiment intéressant et toutes les initiatives open source qui poussent, elles taclent des problèmes en gros d'ingénierie qui sont vraiment complexes, vraiment forts. Il fédère une communauté autour. Et en fait, c'est des hits successifs. Il fait ça 6 mois. Le projet vole de ses propres ailes et devient un Kakarot ou un Madara ou autre, ou un EIP. Et il n'arrête pas d'itérer. Je suis assez impressionné par cette capacité à pousser des choses qui ont un impact fort, qui sont techniquement très complexes. Et surtout, qu'il arrive à. Ces projets se transforment et deviennent vraiment volent de leurs propres ailes. Ensuite, les personnes qui m'inspirent, je vais peut-être en ajouter une dernière. Pour l'instant, je vais donner ces deux noms-là. Okay. J'ai pas de. Non, mais très bien. Il y a plein de gens qui m'inspirent en fait. Ouais. J'ai pas envie de faire un podium, mais il y en a tellement. Mais ouais, là pour le coup, ouais. Très bien. On va passer à une autre question qui va concerner toujours toi et un peu ta vie. Oui. On sait que tu n'es plus en France. Oui. Tu es parti à Dubaï. Ouais. Bientôt, du coup, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Oh, je traîne en Corée du Sud depuis un moment, c'est connu, ouais. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu as fait cette décision? Est-ce que c'était à cause des taxes? Est-ce que c'était parce que tu voulais juste bouger d'ici? Est-ce que c'est parce que… Le taxe, c'est clairement un critère. Mais en fait, il faut comprendre, je suis parti de France. Je suis parti de France. Je suis pas allé aux Émirats directement. En fait, j'étais en Russie. J'ai même ma carte de résident russe qui est toujours là. Elle n'a pas bougé, elle est toujours valide. Et il y avait des taxes là-bas, en l'occurrence 15%, et ça m'allait très bien. Ça reste moins qu'en France. Et c'est vrai que le sujet des taxes, c'est quelque chose qui, selon moi, n'est pas au point en France. Donc voilà, c'est juste un positionnement, mais c'est aussi un pays qui vient avec plein de qualités, etc. Et j'avais tout simplement cette volonté de voyager. Donc j'ai passé du temps là-bas. Et puis après, je me suis posé la question suivante. Est-ce que la Russie, c'est un pays qui est connu pour la préservation de la propriété privée? Non. Du moins, c'est la conclusion que j'avais tirée. Et après, je me suis dit, où est-ce que je peux aller? Je voulais en fait aller vivre en Asie de l'Est, au Japon ou en Corée du Sud depuis le début. Mais le Covid est arrivé. C'était les pays qui étaient les plus durs avec… ça a été fermé pendant 2 ans. Ouais. Donc bon. Je suis retourné. Donc voilà, je suis retourné en France un tout petit peu. Et puis après, j'ai commencé à évaluer les différents pays. Il y avait le Portugal. Moi, ça ne me bottait pas trop. Il y avait Dubaï. J'avais beaucoup d'amis qui étaient basés à Dubaï. Et je suis allé il y avait l'Andorre aussi, je passais 2 semaines chez Amy, à boire des bières et à jouer à des jeux sur Steam flingués et à regarder Solana, c'est tout. Okay. Il y avait l'Andorre, c'était trop chiant. Franchement, c'est bien pour élever des enfants peut-être, mais c'est trop pourri. Et c'est forcément, le critère, c'était les taxes. Ils ont ça comme point commun. Mais il y avait aussi des pays qui avaient, en l'occurrence, dans les îles de l'Est, il y a des taxes. Donc, c'est pas vraiment ça le problème parce que c'est quelque chose que je prends en considération. Vraiment, mais
Ça va ou quoi? Comment ça, mon frère? Oh là, ça va bien. Ça va? Attends, Ça va, gros? Ok, Ça va, ça va. J'ai Bah, chopé. bienvenue dans l'interview sur Rock'n'Vest, du coup. Ah ouais, on est en train de- T'inquiète, on est sur la dernière question. Mais non, je suis désolé. Ouais, non, mais Je t'inquiète. parlais de pourquoi Dubaï. Et donc Dubaï, j'avais plein d'amis qui y étaient. Super bien. Et j'ai rencontré Claude et en fait, je suis parti pour des vacances, je suis resté. Ok. En fait, j'avais pas voilà, je suis parti rendre visite à des amis, Claude, Jean-Daniel, etc., des potes de l'époque. Et en fait, je suis resté. À défaut de réfléchir, en plus, il y avait des confinements en France, ça me bottait pas de revenir parce que c'est des confinements rigoureux. Et en fait, j'ai juste suivi le flow. Alors Dubaï, j'aime bien en termes de policy, même s'il y a certains débats au niveau des droits de l'homme, etc. Ouais. Moi, à mon sens, ce qui compte, c'est que tu sois pas un douchebag avec les gens qui sont sur ton chemin et que tu les traites avec respect et dignité. Et c'est sympa, il y a un niveau de service qui est bon, il y a une communauté crypto qui commence à devenir sérieuse. Et si ton objectif, c'est de travailler, d'avoir un haut niveau de service et de ne pas être perturbé, et d'être dans ta clim entre quatre murs sans perturbation avec la nourriture H24 ou d'autres goodies, franchement, c'est world class. Mais après, il fait chaud 6 mois de l'année, donc faut se tailler. Et c'est vrai que ça peut un peu manquer de goût. Parfois, t'as pas les ruelles pittoresques, boire des bières en terrasse ou faire des balades en forêt. Clairement, c'est un truc qui peut te manquer et que j'ai redécouvert en voyageant en Asie ou en Europe ou autre. Et donc là, j'ai entamé un peu cette transition vers la Corée du Sud, parce que ma compagne est sud-coréenne, parce que j'ai toujours voulu aller en Asie de l'Est, tout simplement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était pas en fait ma go-to destination, mais que j'apprécie grandement la caractéristique optimisation fiscale. Mais il y a aussi des vibes. On parlait de vibes pour les roll-up. Il y en avait un peu moins à l'époque. C'était quand même le hub pour les scams et les NFT pourris, etc. Mais il y a des gens crédibles, des entrepreneurs quali qui sont en train d'arriver là-bas. Il y a des frameworks. Ils font quand même des efforts en termes de doctrine. Et puis les gens sont libres voilà, je pense que c'est un endroit qui est plutôt sympathique. Donc ouais. Et il reste 2 questions. Ouais. Et vraiment, et c'est les questions, elles sont... Est-ce que je mange bio, tout ça, c'est... T'as pas de batterie pour 2 questions. Ok. Question ultra simple. Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que tu as trouvé un bon équilibre entre le travail et la vie perso? Est-ce que tu t'estimes heureux et tu es bien genre là où tu es? Je suis reconnaissant. Après, moi, tu sais, tant que j'ai pas atteint mon objectif et que j'ai pas construit une chose, j'ai pas atteint l'objectif que je me suis fixé, j'ai toujours ce stress perpétuel et je suis un peu perfectionniste. Je suis toujours critique sur ce que je fais et c'est un peu c'est quelque chose qui te hante. Donc moi, je pense que reconnaissant, très reconnaissant, et je pense que je suis content d'avoir cette vie. Heureux, oui, mais après, il y a... T'es pas encore arrivé à ton maximum, quoi. Non, il y a des moments où je suis heureux, mais dans l'ensemble, il y a toujours certaines choses, il y a le souci de bien faire, et de faire les choses honnêtement et de réussir, qui m'a toujours en fait qui a un peu sapé les fameuses vibes, mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, je suis content, mais je pense qu'il y a encore de la marge, et ce qui va conditionner enfin, pas conditionner ce bonheur, mais ce qui va avoir un impact fort sur ça, c'est voilà, atteindre ces objectifs-là ou autres. Et après, il y en a de nouveaux qui seront forcément définis et la spirale continue. Mais dans l'ensemble, je pense que je suis reconnaissant d'avoir la vie que j'ai. Mais il y a des choses que j'aimerais aussi améliorer sur moi. Personnellement, j'aimerais être meilleur. Humainement, pas seulement en termes de savoir ou autre. Entrepreneurialement, en fait, moi, ma première source de stress, c'est quand tu construis des entreprises, des compagnies, dans une certaine mesure, tu es aussi responsable. Et ces gens-là, il faut que tu leur crées un environnement de travail qui soit agréable pour plusieurs années, qui soit sûr, que tu puisses leur offrir une progression des perspectives. Ça dépend aussi d'eux dans une certaine mesure, parce qu'eux travaillent pour le même objectif. Mais j'ai pas envie de décevoir ces gens-là. Pour moi, ces gens-là, ils sont primordiaux. C'est pas que d'un point de vue business. Humainement, j'aime ma team. Ouais. Et j'ai mon rôle à jouer dans la vision. Et si ton choix, la feuille de route que tu as dressée, c'est de la merde et que ça fait capoter le truc, moi, je le vivrais extrêmement mal. Ouais. Et penser à ce scénario où les choses peuvent échouer, même si on dit l'échec, c'est bien, machin. Oui, bien sûr. Moi, c'est quelque chose qui m'a tout... Même à l'époque Journal du Coin, même si ça se passe plutôt bien aujourd'hui, la simple idée de savoir que ça peut échouer, que ça peut avoir des implications sur des gens que j'apprécie, ça, c'est pas facile. Donc, j'ai envie de construire quelque chose, de réussir, et peut-être par la suite d'envisager des choses avec
des responsabilités peut-être différentes parce que j'en ai perdu mes cheveux. Mais là, on est dedans, on construit, ça nous plaît bien et on a un but et on va essayer de l'atteindre. Écoute, Sam, je veux juste déjà te remercier encore une fois de prendre ton temps et de discuter Plaisir. de tout ça. Merci à toi. C'est vraiment trop cool. Ouais. Et la dernière question, c'est celle qu'on pose à tous les intervenants. On est un média qui parle de la crypto, de la bourse, de l'immobilier, des investissements alternatifs, de tout. Et la question qu'on pose à tout le monde qui vient, c'est dans quoi est-ce que tu investis à tes petites perso? Alors BTC, ETH, après j'ai un deal flow, alors, je ne vais pas vous mentir, sympa. J'ai investi pas mal dans les fameuses, dans tous les projets donc des projets d'infrastructure qui ont une proposition de valeur intéressante pour moi. Donc un truc qui m'emballe pas mal en ce moment, c'est les storage proof avec Herodotus. Disclaimer, je suis investisseur, AMF, etc. Blablabla, voilà. Et toute forme d'innovation, si par exemple il y a un roll-up qui vient demain, qui fait comme Monad et qui propose par exemple un roll-up avec une parallélisation de l'EVM et des performances potentiellement qui peuvent être intéressantes, ça va être quelque chose que je vais avoir envie de supporter. Mais est-ce que tu investis en dehors de la crypto aussi? Dans l'IMO, dans la bourse? Je l'ai fait plus pour me dire que je suis en tu train de t'as bien faire les diversifié, choses. ouais. Ouais, j'ai diversifié. J'ai acheté un appartement, mais j'ai de l'or. Oh! Et j'ai des T-bonds aussi, mais c'est des securities parce qu'en ce moment c'est la saison. Mais ça vient aussi avec un lot de risque. Ouais. Et j'aime pas avoir de l'argent en banque par défaut. Et forcément, tu as un compte de brokerage pour tes bonds ou des trucs comme ça. Mais quand même crypto maxi dans une certaine mesure. Ok. Écoute Sam, c'est la fin de cette interview. Bon, il y a l'ordi qui a sauté, il n'avait plus de batterie, donc on va faire la outro comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à Hawk. Merci à Sam d'être venu. Et du coup, il y a une dégustation de bugs, parce que Chain direct, Security, si tu veux. Chain Security, boîte d'audit respectable et respectée qui donne des insectes sous forme de snack. Et le plan est assez marrant. Looking for bugs, c'est leur boulot. Très bien. Est-ce que tu veux goûter en direct? Ouais. Crunching bugs. Génial. C'est pas mal. Il n'y avait pas de meilleur outro. Merci beaucoup à tous. Salut.